Salut les Topiens! Je vous propose une petite dose d'actualité autour de Disneyland Paris en ce début d'été, une actualité qui est un petit peu moins riche en termes d'annonces, et ça s'explique par une raison, celle de l'arrivée de la destination D23, cet événement qui sera à mi-chemin de la D23 Expo prévue l'année prochaine. Un nouveau temps fort, un peu moins ambitieux, qui est organisé du côté de Disney World et qui partagera quelques nouvelles informations autour des attractions Disney. Il y a fort à parier, bien sûr, que Disneyland Paris soit inclus à cet événement, étant donné que 2026 sera l'année de l'ouverture du World of Frozen, probablement avant la D23 de l'année prochaine. Et donc, il y a plein de nouvelles informations à connaître, notamment sur les divertissements d'Adventure Bay et d'Adventure Way, tous les éléments qu'il y aura à l'intérieur du World of Frozen en termes aussi d'entertainment et de nouvelles expériences et saisons qui pourront être proposées avant la prochaine D23. Et en ce moment, Disneyland Paris, c'est plutôt une période que je recommande en termes de visite. Les travaux se sont un peu calmés dans Walt Disney Studios et dans le parc principal, Big Thunder Mountain a enfin réouvert après une longue période de réhabilitation. Pour rappel, cette période de réhabilitation, elle est en deux phases. Cette année était donc la première phase. L'attraction repartira en réhabilitation. Un gros travail a été fait sur l'entretien des tunnels, des rails. D'ailleurs, il y a une partie du tracé qui a été ritrac, qui a été remplacée. Les moisissures qui s'installaient sur la montagne ont été retirées. Il y a eu bien sûr un gros travail autour de la restauration de certains effets visuels et sonores. L'opération la plus délicate, c'était le remplacement de la tour de Milkamp, qui a été entièrement démontée et reconstruite à l'identique. Et puis la même chose pour les audio animatronics qui étaient partis en réhabilitation. Et donc la plupart des audio animatronics qu'on croise sur le parcours ont été réhabilités. Big Thunder Mountain, c'est une attraction qui est majoritairement en extérieur, dans un climat qui est un peu difficile. C'est une attraction qui est très difficile à maintenir. Elle avait été en longs travaux, je me rappelle, en 2015-2016. Là, ils ont fait le choix de faire cette réhabilitation en deux parties, d'après ce que j'ai compris. Je suis assez favorable à cette idée, étant donné qu'en période basse, les prix sont moins chers, qu'il y a moins de visiteurs. C'est peut-être effectivement intéressant de le faire comme ça. Big Thunder Mountain, c'est vraiment le joyau de Disneyland Paris. Elle est considérée comme étant la meilleure attraction et c'est vrai que c'est l'attraction la plus protégée du parc. Et pour rappel, dans quelques temps, ça va être le Molly Brown et River of America qui va réouvrir. Et là, dans cette zone, vont être installés des nouveaux décors que je vous avais partagés lors des dernières annonces de Disneyland Paris en avril. Je suis super content que ce Frontierland soit complètement préservé, que sa storyline soit maintenue telle qu'elle et qu'elle soit même enrichie. On est un des seuls parcs pour l'instant dans ce cas de figure. C'est le bon côté du sous-investissement de Disneyland Paris. Sans de très gros investissements, de fait, les zones thématiques sont préservées dans leur storyline d'origine. C'est pas tout à fait le cas pour le coaster qui est en face, Hyperspace Mountain, qui décidément reste dans cette version. C'est l'un des seuls dans ce cas de figure, en tout cas parmi les parcs occidentaux. Notre Space Mountain reste dans sa version Hyperspace Mountain. Le retour de la Terre à la Lune n'a toujours pas été annoncé et l'attraction est en réhabilitation alors qu'elle est toujours ouverte. Et vous vous rendez compte, c'est quand même le 30e anniversaire de cette attraction et c'est Space Mountain qui a sauvé le parc dans les années 90. Et je faisais partie de ceux, et je l'assume toujours, qui ont dit que effectivement l'arrivée d'Hyperspace Mountain c'était intéressant, ça permettait de relancer une vibe autour de l'attraction et que j'étais sûr que ça avait augmenté le temps d'attente, le taux de satisfaction. De fait, cette version étant toujours en cours, j'ai toujours cru qu'elle était assez populaire auprès d'un public plus large que simplement les fans. J'adorais le design des nouveaux trains, j'aimais bien l'idée d'avoir la musique de John Williams dans les oreilles pendant le parcours. Je ne pensais pas du tout que cette version allait rester si longtemps. Hyperspace Mountain, par exemple, aux États-Unis, notamment en Californie, c'est une version qui est temporaire et ensuite on rechange de version. Et je pensais pas que c'était si compliqué de changer de version. De fait, ça ne l'est pas, mais là encore, je suis obligé de constater la paresse du parc qui refuse de changer de version de temps en temps, ne serait-ce qu'à l'occasion d'Halloween. On conserve cette version temporaire, devenue une version permanente, et qui fait vraiment pas le figure par rapport à l'ambition qu'il y avait derrière de la Terre à la Lune ou même Mission 2 qui déjà en son temps a été critiquée. Et là, pour le 30e anniversaire de la destination, ils annoncent quoi? Ils annoncent l'arrivée de nouveaux effets lumineux à chaque nouveau lancement de train. C'est un projet qui a été initié il y a près de 2 ans, donc 2 ans pour créer des effets lumineux sur le toit d'une attraction, ok. Donc ils sont en train de remplacer plus de 640 luminaires. Tout ça, ça a nécessité 17 km de câbles, et donc ils modernisent aussi bien sûr les équipements techniques, ils font de la remise en peinture de la toiture, et il y a aussi la création de nouveaux accès techniques pour faciliter l'opération de ceux qui sont en charge de la maintenance. Et donc à chaque lancement de train, il y aura un effet lumineux supplémentaire. Mais où sont passés tous les autres effets que j'ai connus quand même il n'y a pas si longtemps? La fermeture de la trappe du canon, le recul du canon, la brume qu'on nous projetait dessus au moment du lancement. C'est des effets si compliqués que ça à remettre en place. Je vois pas ce qui justifie l'arrêt de tous ces effets
au fur et à mesure de toutes ces années. Je suis très content pour ce nouvel éclairage, mais c'est quand même pas à la hauteur de ce qu'on peut espérer pour le 30e anniversaire de cette attraction quand même. Et maintenant direction le World of Frozen où pour la première fois on a vu l'intérieur du parcours de l'attraction. Il y a une petite cérémonie pour ce qu'on appelle la mise en eau de l'attraction, c'est-à-dire le remplissage du tracé. Ça signifie que l'attraction va rentrer très bientôt en test et que les premiers opérateurs vont commencer à faire fonctionner l'attraction. Donc c'est une petite tradition comme en 1966 lorsque It's a Small World a été inauguré et que de l'eau du monde entier avait été apportée dans le parcours de It's a Small World. Ben là c'est la même chose, les Imagineers ont apporté de l'eau en provenance de tous les autres World of Frozen qui existent à travers le monde, que ce soit à Tokyo Disney Sea, à Hong Kong Disneyland, et même aussi à Epcot, qui détient la toute première version de cette attraction. Et puis ils avaient même apporté un peu d'eau aussi en provenance de Norvège, qui a servi d'inspiration au classique d'animation. L'endroit même où ils font la mise en eau de l'attraction est l'une des scènes qui est très proche du final de l'attraction, juste après la chute depuis la montagne d'Elsa. Ça fait partie des salles qui ont été légèrement modifiées par rapport à la version d'origine de Frozen Ever After, qu'ici la maquette est un peu plus grande, et ça m'avait impressionné d'ailleurs la taille de cette salle dans la version hongkongaise de l'attraction, qui est très proche de ce qu'on va avoir nous. Autre différence de taille, et on le voit d'ailleurs aussi sur ces images, les audio animatronics. Ici, pas de projection sur les visages des audio animatronics, en tout cas les visages humains. Elsa, Anna, Christophe vont avoir des visages en latex, ce qui pour moi est beaucoup plus réaliste et réussi. C'était un test en fait qu'ils avaient fait à Frozen Ever After à Epcot, selon moi qui était un peu raté. La projection peut fonctionner sur des toons et d'ailleurs il y aura un peu de projection sur les visages de certains personnages. Les yeux d'Olaf par exemple sont un petit peu animés, les yeux de Sven aussi sont animés de cette façon. Et pour rappel, notre World of Frozen sera donc le dernier qui va ouvrir. Vous savez, les travaux s'éternisent dans le World of Frozen. On parle désormais d'une ouverture au printemps 2026. On n'a pas plus d'informations officielles à ce stade. Je suis toujours très étonné qu'on n'ait pas de date, mais on reparlera de toute façon de l'extension dans quelques jours. Et enfin, la dernière petite information en provenance de Disneyland Paris, c'est du côté du Walt Disney Studios, où vous savez, en ce moment, l'offre de spectacle est riche, où le parc en fait fonctionne quasiment normalement, où les travaux sont pratiquement terminés, les palissades commencent vraiment à disparaître à l'entrée du parc. Et puis, il y avait eu, il y a quelques temps, la disparition de la Fabrique des Rêves pour une expérience avec Minnie et ses fameux cupcakes. Le problème aujourd'hui du Walt Disney Studios, c'est qu'il y a beaucoup trop de spectacles et que les visiteurs font des choix parmi ces spectacles. Et évidemment, l'arrivée de Together et le retour du Studio Theater a profondément impacté l'affluence dans la Fabrique des Rêves, qui était donc un spectacle qui rendait hommage à l'univers de Disney Junior. De manière générale, les univers de Disney Channel, Disney Junior sont un petit peu en péril à cause de l'arrivée de Disney+, qui continue d'essayer de pousser des contenus autour de Disney Channel, mais personne ne connaissait vraiment ni Fancy Nancy. Vampirina était peut-être un petit peu plus connu, Timon bien sûr était identifié, mais l'univers de la Garde du Roi Lion n'est pas très bien connu du grand public. Tout ça pour dire que la Fabrique des Rêves est de retour, et je pense que c'est une très bonne idée de le faire revenir, mais dans une version générique, en utilisant des personnages qui sont probablement plus populaires auprès du grand public. Alors peut-être qu'il y aura finalement les VIP qui vont accompagner Mickey et Minnie, mais je pense effectivement qu'il faut arrêter de mettre en avant les personnages de Disney Junior dans les parcs. Tout ça me rend quand même un petit peu mélancolique et triste parce que je suis quand même un enfant qui a grandi avec Disney Channel et ses héros, mais force est de constater qu'aujourd'hui, les Disney Channel Original Movie, toutes les séries ne propulsent plus ces acteurs à un vrai niveau de notoriété. Ils avaient essayé avec des trucs comme Zombie, disons que la dernière grande saga c'est Descendants, mais je pense que c'était pas aussi successful déjà que High School Musical en son temps, et Disney Plus a complètement tué dans l'œuf en fait le succès de Disney Channel. Donc je pense effectivement qu'il fallait partir sur une idée originale en provenance des parcs. La synergie c'est intéressant parfois dans les parcs à thème, et là ça montre un peu ses limites. On le voit, hein, les personnages Pixar à côté sont beaucoup plus populaires. Mickey le magicien c'est la même chose, donc il faudrait peut-être d'ailleurs mettre en avant disons Minnie, comme ils ont fait au moment du cupcake pour essayer d'attirer un peu plus de monde. Voilà pour ce petit point actualité en provenance de Disneyland Paris. On reviendra dans quelques jours sur l'extension du Walt Disney Studios, du World of Frozen. Et puis tenez-vous prêts cet été pour Destination D23, que bien sûr on traitera en vidéo et qui impactera sans doute aussi l'actualité de Disneyland Paris. Merci d'avoir regardé cette vidéo les Taupiens. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye!